Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Mathieu Devigne, ingénieur au département innovation, expérimentation, recherche de la toute nouvelle école académique de formation continue. C'est ce qu'on appelait autrefois le pôle Défi à Lyon et qui vient de changer de nom à la faveur de la nouvelle dynamique nationale de création de ces écoles. Je ne rentre pas plus dans le détail, si ce n'est pour saluer ma collègue Laura Bruce qui sera avec nous tout au long de cette session, notamment pour suivre le chat. Bonsoir Laura. Nous remercions la Maison de l'Apprendre, nom de l'Académie, d'être nos hôtes une nouvelle fois ce soir. Et nous sommes ravis de participer à ce Festival de l'Apprendre et d'explorer la thématique de ce jour. D'autant plus ravis que ce n'est pas la première fois que nous collaborons ensemble. En réalité, nous étions déjà là présents sur le Festival de l'Apprendre l'année dernière. Et puis, nous nous retrouvons régulièrement depuis le mois de mai dernier sur une série de rencontres entre 18h et 19h le soir, qu'on a appelé les Décodons l'école, puisque l'objectif, c'est d'éclaircir certains aspects du fonctionnement de l'école, de l'éducation nationale, et puis surtout d'occasionner des rencontres, des partages d'informations, d'expériences, de terrain entre différents protagonismes qui font l'éducation aujourd'hui dans nos territoires. Depuis le début de l'année, on a donc exploré différents parcours qui composent le champ éducatif, le parcours artistique et culturel, le parcours à venir, l'orientation des élèves. Et ce soir, on s'intéresse à la citoyenneté, à la construction de la citoyenneté. Et pour cela, on est ravis au cours de cette première heure de donner la parole à trois personnalités de l'éducation nationale, même quatre, puisque nous avons un élève, futur étudiant parmi nous. Nous accueillons Nathalie Beaulieu, inspectrice académique, inspectrice pédagogique régionale, établissement et vie scolaire. Bonsoir madame. Nous accueillons également Léda Carré, déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne auprès du recteur. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Violaine Laproncière, enseignante d'histoire-géographie et chargée de mission laïcité dans l'académie, ainsi que formatrice académique. Bonsoir Violaine. Bonsoir. Peut-être avant donc de vous donner la parole, je voudrais interpeller Mathéo, qui est avec nous ce soir, qui est donc élève de terminale au lycée du Forez. Bonsoir Mathéo. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être connecté. Alors, je te donne d'abord la parole, mais on reviendra vers toi un petit peu plus tard. Mais ça me semblait important qu'on ouvre cette table ronde en entendant les principaux intéressés par cette éducation à la citoyenneté. Et tu es ici ce soir parce que je crois que tu es un élève particulièrement engagé sur ces thématiques. Est-ce que tu pourrais en deux mots nous raconter ton parcours ou tes engagements au sein de tes établissements scolaires, au sein de l'académie aujourd'hui? Alors, j'ai commencé un petit peu précocement l'engagement, parce que pour moi, ça a toujours été très important de pouvoir mettre mes actions et mon temps au service de la collectivité. Donc, j'ai commencé au collège en étant délégué de classe et puis délégué au conseil et à la vie collégienne. Et au lycée, naturellement, j'ai poursuivi et j'ai découvert également d'autres instances qui permettaient de s'engager à des niveaux différents et de quitter, entre guillemets, le seul bassin de l'établissement. Donc, je continue à être délégué de classe également au conseil de la vie lycéenne. Et j'ai également été élu au conseil académique à la vie lycéenne. D'accord, on reviendra tout à l'heure justement sur cette participation. Nathalie Beaulieu, Mathéo, c'est un élève exceptionnel ou vous diriez plutôt représentatif de la formation que l'école offre à tous les élèves et qu'ils reçoivent dans tous les établissements scolaires? C'est l'un des enjeux. Bon, je pense pas que Mathéo soit le plus représentatif, hein, soyons clairs. Hein, en tout cas, bon, il a eu la possibilité, parce que l'institution scolaire a mis en place un certain nombre d'instances, de lieux pour que les élèves puissent s'engager, hein, et depuis longtemps, à travers les délégués de classe, puis ensuite à travers le conseil de la vie collégienne, le conseil de la vie lycéenne. Mais un des sujets, en tout cas sur l'éducation à la citoyenneté, c'est l'engagement du plus grand nombre. Et souvent, le reproche qui peut être fait, hein, c'est effectivement que cela ne concerne qu'un petit nombre d'élèves, hein, au sein des établissements, mais ça ne veut pas dire
que les autres élèves n'ont pas d'autre lieu pour s'engager, et en tout cas ne pas réduire la citoyenneté à l'école uniquement à la participation aux instances. Je pense que l'un des enjeux, et je pense qu'on va en échanger là-dessus cet après-midi, mais c'est que la citoyenneté, même si les valeurs visées s'inscrivent en fait, dans la transmission des valeurs, mais cette transmission, eh bien, l'enjeu, c'est que ça se passe au niveau de la classe, dans la classe et hors la classe, mais pas uniquement au niveau des instances. La citoyenneté, donc vous dites ça se passe d'abord dans la classe, c'est aussi un enseignement. On a aujourd'hui un enseignement moral et civique, et donc des enseignants, professeurs, histoire-géographie, donc j'en fais partie, Violaine également, chargés de cet enseignement. Et est-ce que ça se limite qu'à ça? Alors, non, parce que bon, si dans le cadre du parcours citoyen, effectivement, depuis un certain nombre d'années, donc souvent les professeurs d'histoire-géographie se sont retrouvés dépositaires de cet enseignement, mais aussi des professeurs de philosophie. On a également l'éducation aux médias et à l'information, qui normalement est l'affaire de tous, mais qui concerne aussi beaucoup les professeurs documentalistes. Ce qu'il faut entendre, c'est que l'éducation à la citoyenneté, ça va au-delà, bien au-delà d'un enseignement. Même si l'EMC y contribue, mais je crois que l'un des enjeux fondamentaux, c'est qu'aujourd'hui, chaque enseignant puisse, dans les situations d'apprentissage qu'ils mettent en œuvre, puisse faire exercer la citoyenneté au sein de la classe par les élèves, en particulier sur la notion d'esprit critique, sur la notion de prise de parole. Donc, voilà, ça va bien au-delà de cet enseignement, même s'il est fondamental, mais il doit pouvoir essaimer l'ensemble des disciplines. Et ça, c'est à mon avis l'un des enjeux fondamentaux de notre institution aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi une des demandes des élèves, parce que l'éducation à la citoyenneté, elle doit s'appuyer aussi sur le besoin des élèves et des élèves d'aujourd'hui. Et les élèves d'aujourd'hui, ils ont accès à des modes de communication qui sont différents depuis quelques années. Et je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte également. C'est les adolescents de 2022, les jeunes de 2022, c'est pas forcément ceux de 2000 ou des années 90. Donc il y a une évolution. Il y a aussi, je crois, beaucoup en tout cas dans les élèves que je peux rencontrer, et je pense que Mathéo pourrait peut-être aussi témoigner de cela. Cette volonté d'engagement, mais aussi de dialogue, d'espace de discussion, de débat avec tous les adultes au sein de la communauté éducative. Et ça, je pense que ça, c'est fondamental. Alors, effectivement, c'est un enseignement qui se veut transversal. Il y a un domaine de compétences qui est le domaine 3 aujourd'hui du socle, qui peut être par tous les enseignants. Donc derrière, on a aussi l'enjeu d'une formation, et on y reviendra, qui doit concerner tous les enseignants, qui doit être interdisciplinaire. Du coup, c'est quelque chose qui se passe bien au-delà, hors de la classe, mais à l'échelle de l'établissement. Vous n'avez pas encore cité les chefs d'établissement. Quel est leur rôle dans l'inclusion de la citoyenneté, par exemple dans le projet de l'établissement? Comment à quelles conditions est-ce qu'on peut mener un enseignement citoyen à l'échelle de l'établissement? Alors, cette question, elle dépasse, en tout cas, alors j'ai été chef d'établissement, donc c'est une question, c'est une question qui me parle. Je crois aujourd'hui que la citoyenneté au sein d'un établissement, alors effectivement, elle doit faire partie intégrante du projet d'établissement. Je fais une petite parenthèse aussi sur la mise en œuvre depuis 2020 de l'évaluation des établissements. Et dans le cadre de l'évaluation des établissements, ce qui a été inscrit dans la loi, il y a un domaine qui est consacré également à
à la connaissance que l'on peut avoir au sein d'un établissement sur toutes les modalités qui sont liées à l'exercice de la citoyenneté au sein d'un EPLE. Alors, par rapport au chef d'établissement, je pense que c'est aussi la façon dont le chef d'établissement construit tous les espaces de concertation avec les différents acteurs de la communauté éducative, que ce soit les enseignants, les non-enseignants, les élèves et les parents. C'est-à-dire que c'est en ça que la citoyenneté, elle doit être perceptible. Lorsqu'on arrive dans un établissement, elle doit être perceptible dans la relation que l'on va instaurer avec tous les acteurs de l'établissement sur la prise en compte de la parole des élèves, de la parole des parents, de la parole des enseignants et surtout les champs et en tout cas les temps de concertation qu'on peut mettre en œuvre, les temps d'échange. Et l'idée que effectivement le chef d'établissement, il est responsable des biens et des personnes, donc il est aussi garant du bien vivre ensemble, il est garant vraiment de la sécurité, mais en cela, il va devoir faire percevoir quelles sont les valeurs communes que nous allons partager. Et je pense que lorsque un chef d'établissement est en capacité de faire du conseil d'administration un espace de dialogue, un espace d'échange, que le conseil pédagogique soit aussi un espace de dialogue et d'échange, le CVL, le CVC, enfin tous ces temps collectifs et ces temps de rencontre aussi avec les familles. Je pense que là, voilà, ça c'est un rôle majeur du chef d'établissement et ça rentre vraiment dans son champ de compétences et dans les missions qui lui sont assignées. C'est intéressant à vous écouter. On comprend aussi que finalement, l'éducation à la citoyenneté ne concerne pas que les élèves, mais la mettre en œuvre, c'est aussi participer de l'éducation à la citoyenneté des adultes au sein de l'établissement, quelque part. Alors, si je me permets de me tourner maintenant virtuellement vers Léna Carré, bonsoir. Donc, certains de nos élèves s'engagent dans leur établissement, mais aussi au-delà de leur établissement, à l'échelle académique. Alors, en tant que délégué académique à la vie lycéenne et collégienne, est-ce que vous pouvez vous accompagner ces jeunes experts de la citoyenneté en quelque sorte, parce qu'ils gagnent des compétences forcément en travaillant à cette échelle-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur mission et de leurs actions? Puis après, peut-être Mathéo va pouvoir nous en apporter une illustration peut-être plus précise de ce qu'il fait lui. Je vais peut-être d'abord compléter le propos de Nathalie Beaulieu parce que effectivement, Mathéo n'est pas à l'image de tous les élèves dans les établissements scolaires. Il a un engagement qui est formidable, effectivement, mais je crois que dans notre société, tout le monde ne se présente pas non plus aux élections et pour autant, ça fonctionne. Donc l'idée, c'est aussi que par la délégation de parole, les élèves arrivent à consulter leurs camarades et à porter leur voix. Donc c'est dans cette idée-là que la construction de la citoyenneté, elle se fait dans les établissements. Les élèves élus vont arriver en conseil de vie lycéenne, par exemple, à faire évoluer le règlement intérieur, à donner l'avis de tous les élèves, que ce soit sur les bus arrivent à telle heure et il est impossible pour nous d'entrer à 8h moins 2 dans l'établissement, donc il faudrait décaler la sonnerie. Voilà, ça c'est des choses concrètes sur lesquelles les élèves peuvent agir avec l'assentiment de tous les élèves de l'établissement. Donc cet exercice de la citoyenneté, elle donne, c'est le modèle de la société qu'on souhaite pour les élèves de demain. Donc, c'est pas contradictoire d'avoir que quelques élèves qui s'investissent dans le rôle d'élu. Après, au niveau académique, effectivement, ces élèves-là qui souhaitent s'engager, ils souhaitent voir plus loin, on va dire, et puis porter des problématiques qui sont des faits de société et qui ont besoin d'être mis en avant, travaillés avec concertation et investissement de tous dans les établissements. Sur un territoire, il faut effectivement que tout le monde puisse s'emparer de la problématique du développement durable. Donc, sur
par exemple, mars 2019, les lycéens se sont engagés dans la thématique du développement durable. Ils étaient très nombreux dans la rue et suite à ça, donc, les conseils académiques de vie lycéenne ont consulté les lycéens, ont porté au niveau national, puisqu'ils sont représentés au Conseil national de vie lycéenne, la thématique du développement durable. Donc, le ministre a pris en compte les demandes des élèves et les éco-délégués ont fait l'objet d'une circulaire et d'un décret d'application. Voilà, il faut aujourd'hui un éco-délégué par classe. Donc, les élèves qui ont participé à cette prise en compte du démarrage, on va dire, de la rue jusqu'au ministère, ont le sentiment quand même d'être écoutés. Donc, c'est ça l'exercice de la citoyenneté. Et on pourrait citer d'autres problématiques que les élèves ont eu envie de porter en avant, comme le harcèlement, la lutte contre l'homophobie, les violences faites aux femmes. Voilà, toutes des problématiques de société, puisque l'école n'est pas en dehors de la société, mais à bien des élèves qui vivent dans cette société, sont portées par des élèves élus. Et effectivement, au niveau académique, ces problématiques sont discutées à un niveau plus large que dans l'établissement. Mathéo, je crois, Madame Carré vient de parler des éco-délégués. Je crois que toi-même, tu es ou tu étais l'année dernière, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, éco-délégué dans ton propre lycée. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de cet engagement spécifique? Oui, bien sûr. Alors, je suis toujours depuis la seconde. En fait, la problématique à laquelle on s'est heurté en tant qu'éco-délégué, c'était la capacité à pouvoir s'organiser et donc apporter des actions qui soient efficaces. Il y a beaucoup de personnes, de jeunes qui se sont engagés pour le développement durable, comme le rappelait Madame Carré. Et en fait, pour ne pas générer de frustration face à l'action, parce que c'est un poids aussi de s'être présenté à une élection et d'avoir été élu, on a décidé au sein de l'établissement de pouvoir créer un conseil éco-citoyen qui porterait donc l'ensemble des thématiques du développement durable avec un copilotage par le CDL et par le CESC, qui est maintenant devenu CESCE avec la nouvelle loi climat et résilience. Donc, l'objectif, ça a été justement de pouvoir créer cette nouvelle instance très informelle où on a pu avoir beaucoup de discussions et mener des projets très protéiformes. Et je pense que c'est vraiment un outil qui nous a permis de passer de l'engagement des élèves et de la protestation à l'action concrète dans son établissement. Donc, une connaissance finalement déjà assez fine des mécanismes de l'institution qui permettent de faire aboutir des démarches. Je vois que tu connais très bien ton dossier et tu as un maniement des sigles de nos administrations qui est remarquable. Félicitations. Qu'est-ce que tu retires, toi, de toutes ces expériences, peut-être avec une perspective d'orientation derrière? Je ne sais pas, tu es donc en terminale. Parcoursup, c'est bientôt. Je ne veux pas te mettre la pression, mais ça a déjà peut-être commencé. Oui, ça a commencé, mais les résultats. Qu'est-ce que tu retires de toutes ces expériences pour ta formation personnelle et peut-être pour ta projection dans ta formation future? J'en retire vraiment une culture de l'engagement. En fait, c'est un des objectifs qui doit être porté par l'école. Enfin, c'est légal, hein. Le Code de l'éducation dispose qu'il faut transmettre aux élèves les valeurs de la République. Et les valeurs de la République, c'est aussi l'engagement. Donc, je me porte presque naturellement, entre guillemets, vers Sciences Po. Et je pense que toute cette expérience que j'aurais pu développer au collège et au lycée, ce sera quelque chose qui me servira beaucoup pour les années futures, que ce soit encore dans le système éducatif, quelque part par l'enseignement supérieur ou par ma vie de citoyen tout court. En fait, je pense que l'école, c'est quelque chose qui est générateur et fondateur de la citoyenneté, parce qu'elle conduit à avoir des pratiques et des représentations communes. Et c'est ça qui fonde la citoyenneté, la connaissance de ses droits, de ses devoirs, de ses responsabilités envers la société. Et une fois qu'on en a pris conscience, de pouvoir s'engager et les mettre en pratique. Souvent, en fait, beaucoup de jeunes ont l'impression que c'est quelque chose de très abstrait,
En fait, c'est la citoyenneté pour qu'elle soit efficace et qu'elle s'ancre réellement dans la vie des individus au-delà du système scolaire, ça doit être quelque chose qui se vit. Et c'est vraiment ce que m'a appris l'engagement, que la citoyenneté, ça avait aussi une utilité très concrète et que c'était ce qui permettait de faire nation. Merci pour ce point de vue extrêmement clair. C'est vrai que dans la citoyenneté, comme tu dis, ça se vit, ça se pratique et un des enjeux, c'est à la fois de recevoir cette formation, mais aussi de la transmettre d'une manière ou d'une autre, à travers l'action politique ou peut-être aussi à travers, à son tour, une action d'éducateur ou de formateur. Ce qui me permet aussi de me tourner maintenant vers Violaine. En tant que professeur, en tant que formatrice, tu es, toi, dans la transmission de cette éducation à la citoyenneté. Est-ce que déjà, puisqu'on est dans cet esprit de découvrir, de décoder l'école, tu peux rappeler quels sont les contours de notre action en tant que professeur d'éducation morale et civique en charge de l'instruction d'une partie de cette éducation à la citoyenneté, à raison de quel volume horaire est-ce que ça se pratique et finalement, est-ce que en tant qu'enseignante de MC, tu parviens aussi à travailler avec d'autres collègues, d'autres disciplines pour mettre en œuvre cette éducation dans ton établissement? Alors, dans mon établissement, oui, tout à fait. Alors, l'EMC, c'est peu de temps finalement en termes de volume horaire. Si on tient vraiment au niveau de la répartition horaire, c'est une demi-heure par classe par semaine, qui très souvent en fait deviennent 1 heure 15, parce qu'une demi-heure, ça a très peu de sens avec un groupe élève, bien évidemment. Alors, ça peut paraître très peu, mais les contenus d'enseignement sont adaptés. Mais finalement, l'EMC, c'est avant tout aussi des pratiques pédagogiques, une démarche active, des activités qui sont spécifiques. Et ça, eh bien, on peut les mettre en place dans toutes les disciplines. Alors en histoire-géographie, bien évidemment, mais c'est là où je travaille. Et puis on peut faire quelque chose au sein d'un établissement, parce que travailler sur le débat argumenté dans le domaine des sciences, travailler sur l'esprit critique dans toutes les disciplines, bien évidemment. On fait de l'EMC, bien évidemment. Alors on ne fait pas un cours chapitre 1 EMC, les valeurs de la République depuis 1870, mais il faut bien garder à l'esprit que l'éducation à la citoyenneté et puis la transmission des valeurs, il s'agit autant de transmettre les valeurs, mais aussi il faut les incarner et les faire vivre pour les élèves et les faire vivre. On peut pas être dans une éducation injonctive ou descendante, puisque ça n'a que peu de sens. Alors plus peut-être les élèves grandissent, enfin, à la fois il y a une lassitude et à la fois peut-être qu'ils comprennent davantage, mais imaginons bien un élève de cycle 2 ou de cycle 3, si on lui fait un cours d'EMC uniquement avec du contenu théorique, qu'est-ce que la valeur de l'égalité, de la fraternité, de la liberté d'expression, si de toute façon il n'y a pas d'espace de liberté, de réelle parole, si on n'expérimente pas avec eux quelles sont les limites à cette liberté d'expression, quel est le cadre qui s'impose. Le débat démocratique, c'est un enjeu très fort pour la citoyenneté de nos jeunes, de nous aussi d'ailleurs, mais là en l'occurrence on parle des élèves. Et finalement, voilà, ces pratiques-là, elles sont pas propres à cette demi-heure, parce que sinon ça serait très pauvre finalement. C'est vraiment d'essayer de les s'aimer dans toutes les disciplines, tout comme l'EMI, hein, bien évidemment, cette éducation-là aux médias, à l'information, qui est très souvent prise en charge par nos collègues documentalistes, ou parfois avec les profs de français et d'histoire géo EMC. Mais l'enjeu, c'est bien évidemment que ça sorte des cases du CDI. Et puis qu'on se sent tous concernés. D'ailleurs, il y a un Vademecum qui vient de sortir là sur l'EMI, qui invite tous les collègues à s'en emparer, et qui est vraiment très 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 intéressant. Donc voilà, au sein d'un établissement, on travaille, mais on travaille pas dans nos cours. Alors après, ça va être l'organisation de projets dans le cadre du parcours citoyen, de temps forts, des actions, des participations aux journées commémoratives, aux journées de mobilisation, aux semaines de mobilisation, dont certaines approchent à grands pas là. Là, bien évidemment, l'objectif, c'est de travailler en équipe pluridisciplinaire, et j'ai la chance d'avoir été toujours dans des établissements où les équipes se mobilisent. Alors, jamais à 100%, mais on est chacun, on arrive à être de plusieurs disciplines pour que ça ait du sens. Et alors, par ailleurs, du coup, tu as une action au niveau académique, en tant que chargé de mission, d'une question bien spécifique à la citoyenneté, et on ne peut pas ne pas l'évoquer quand même ce soir, c'est la question de la laïcité. Alors, parmi toutes les valeurs de la République, il y en a une qui bénéficie d'une attention peut-être encore plus renforcée que les autres par une action de formation en cours, continue, mais décuplée ces derniers mois. Oui,
Alors, la mission, enfin, le rectorat de Lyon a été précurseur sur la thématique de la laïcité, puisque dès 2013, en fait, au moment de l'édition de la charte de la laïcité, il y avait déjà un groupe ressources qui s'est formé autour du référent actuel, Monsieur Nem, hein. Donc très très tôt, bien avant la mise en place du référent là, enfin, actuel, dans le quinquennat actuel. Et en fait, c'est le sigle qui a évolué, puisque aujourd'hui, je suis chargée de mission valeurs de la République, qui est laïcité. Mais on est sur un domaine un petit peu plus large, là où au départ on était vraiment en laïcité. Actuellement, à destination des collègues, enfin non, pas des collègues, de la communauté éducative, de tous les adultes qui interviennent auprès des jeunes dans les établissements, il y a un plan national effectivement de formation qui a été initié à partir de cette année, qui va se déployer sur les 4 ans à venir, voilà, pour qu'on ait tous une culture commune sur la question de la laïcité et des valeurs de la République. Et bien évidemment, dans ce plan de formation, l'idée c'est d'avoir une culture commune avec des apports théoriques, et surtout en fait d'avoir des outils de mise en œuvre pour les déployer dans les établissements, pour que ces valeurs et cette laïcité, elles prennent du sens pour bien évidemment les adultes, mais surtout pour les élèves, donc à accompagner, outiller les collègues dans des activités, dans des projets sur ces thématiques-là, effectivement. Mais il n'y a pas que le PNF, hein. Il n'y a pas que le plan national de formation. Non, merci pour ces échanges. Il nous reste 25 minutes peut-être pour maintenant recroiser un peu vos différentes interventions et les approfondir, ce qui signifie pour nos auditeurs à partir de maintenant de vous pouvez demander à prendre la main ou poser vos questions sur le chat. Sur cette thématique de la laïcité, peut-être j'ai envie de revenir à nouveau sur toi, Mathéo. Est-ce que tu as eu l'occasion de travailler sur cette question de la laïcité dans tes différents mandats? Est-ce que c'est, en plus de l'environnement, c'est une thématique qui t'intéresse particulièrement? Oui, alors absolument. Je pense que c'est fondamental que les élèves puissent se saisir de ces questions. Je lisais la dernière fois un baromètre sur l'importance qu'avait la valeur de la laïcité pour les jeunes. Alors, il me semble que ça allait de 16 à 24 ans. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'était très préoccupant. C'est une valeur qui tombe un petit peu en désuétude. Beaucoup pensent que c'est une haine de telle ou telle religion, que c'est un outil d'oppression. Et en fait, il faut pouvoir dire que c'est tout le contraire. Donc, lorsque, par exemple, il y avait eu l'assassinat de Samuel Paty, on avait pu réaliser un mur d'expression au lycée sur qu'est-ce que pour toi la laïcité signifie. Et on a eu des réponses qui étaient très surprenantes. Ça avait fait l'objet d'une reprise en cours, cet événement, à la demande du ministère. C'est là aussi qu'on voit ce que disait Madame la prononcière, l'importance d'avoir une culture commune par rapport à la laïcité. Parce que je me rappelle que de nombreux professeurs avaient dit, mais moi, je ne me sens pas qualifié pour pouvoir parler de ces sujets. Alors que, en effet, ça nous concerne tous en tant que citoyens et au premier chef les élèves qui doivent pouvoir se saisir de ces questions en tant que citoyens de demain. Oui, ce que tu dis, c'est important. C'est ce que vous rappeliez d'ailleurs, Madame Beaulieu, tout à l'heure, à savoir que est-ce que la base de l'éducation à la citoyenneté, une des entrées principales, et quel que soit le thème qu'on aborde, mais a fortiori la laïcité, c'est pas d'écouter les élèves et d'accueillir leur première représentation avant d'espérer se forger des représentations communes. Parce que ce que tu me dis, Mathéo, il y a une sorte de valeur qui tombe en désuétude, c'est pourtant au cœur de nos enseignements. Tu ne peux pas dire qu'on ne vous en a pas parlé presque chaque année en classe. Alors comment expliquer que malgré tout, on reste dans cet état d'incompréhension? Qu'est-ce que peut-être l'école ne parvient pas tout à fait à faire? Est-ce que ça se joue au niveau de l'écoute des élèves? Je te pose la question à toi, mais n'importe qui peut répondre parmi nos intervenantes. Dans la démarche même pédagogique, peut-être à réaliser en classe. Là où très souvent, on est sur des contraintes horaires où l'on doit faire passer des éléments de programme, en particulier en troisième, mais pas seulement, et où finalement, est-ce qu'on prend suffisamment le temps
d'accueillir la parole des élèves? Et est-ce que dans la culture enseignante, ça ne représente pas aussi quelque part un risque? Et tu as cité les événements de l'année dernière autour de notre collègue Samuel Paty. Effectivement, on a vu pas mal de collègues qui étaient très mal à l'aise à l'idée de se confronter à ces représentations, mais ça avait été le cas déjà au moment des attentats. Alors, comment est-ce qu'on accueille la parole des élèves et on commence là-dessus à construire un enseignement à la citoyenneté? Est-ce que quelqu'un peut réagir à cette vaste question? Je vais me permettre. Allez-y. Non, allez-y. Alors, je vais me permettre de reparler effectivement de cet événement, de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty. Au dernier CAVL, donc les élus élèves ont fait part de ce qui s'était passé dans leur circonscription, donc dans toute l'académie. Et donc Mathéo était présent. Donc dans la Loire, une des élèves nous a rapporté que certains élèves ne savaient même pas qui était Samuel Paty. Donc c'est terrible. Que dire face à ça? C'est compliqué, mais la réalité, c'est que nos jeunes aujourd'hui ont réellement besoin de décrypter l'information. Beaucoup d'élèves ne s'informent uniquement que par Internet, ne parviennent à entendre, lire que des théories complotistes. Donc c'est vrai que si, comme Violaine la prononcière le disait, si tout le monde ne s'empare pas de l'éducation aux médias et à l'information, on va très vite aller vers des difficultés. C'est vraiment un champ que tout le monde doit investir, désinformer, prendre en compte la parole de l'élève, savoir l'écouter, mais savoir déconstruire avec lui ce qu'il peut avancer. En tout cas, il y a une nécessité que chacun prenne sa part dans l'éducation aux médias à l'école. Parce que c'est criant de vérité ce qui s'est passé sur ce temps fort. Et effectivement, ça doit nous inquiéter, mais ça doit tous nous faire prendre conscience que c'est l'affaire de chacun dans les établissements. Madame Beaulieu, vous vouliez ajouter? Je n'avais pas ouvert mon micro. Alors, c'est une affaire éminemment complexe. Hein. Moi, j'ai assisté, je me suis rendue pour l'hommage à Samuel Paty ces 2 dernières années dans plusieurs types d'établissements. Je crois aujourd'hui déjà que dans un établissement scolaire, hein, il faut être très au clair sur ce qu'on peut appeler les sociologies familiales, les contextes dans lesquels on exerce, hein, et qu'on ait fait un diagnostic aussi auprès des élèves sur leur mode. Quand on échange avec eux, moi je rencontre pas mal d'élèves quand je vais dans les collèges et les lycées, et qu'on échange avec eux sur comment… quel mode d'accès ils ont à l'information. Hein. On voit que ça peut être très divers en fonction des élèves, de leur environnement familial. Et puis, il y a cette question effectivement, vous le disiez, on va dire des programmes, des enseignants qui ne s'autorisent pas à prendre peut-être du temps justement sur certaines questions sensibles pour pouvoir échanger. Mais au-delà de ça, moi, je réfléchis depuis plusieurs mois à cette question qui est celle aussi de ces échanges qui peuvent avoir lieu en amont entre adultes. C'est-à-dire que je pense aussi que dans les salles des professeurs, dans les établissements, il faut aussi qu'il puisse y avoir des échanges sur ces questions sensibles à l'intérieur des établissements, vraiment, dans chaque établissement, pour qu'après, il puisse y avoir, je dirais, des projets d'intervention, des projets de classe auprès des élèves en fonction des classes, des besoins des élèves. Et ça, souvent, on présuppose que les enseignants vont pouvoir mettre en œuvre telle ou telle séance sur telle ou telle thématique transverse, alors que, on sait bien que ça peut être une difficulté, parce qu'ils ont aussi une difficulté les enseignants peuvent être en difficulté dans la relation qu'ils peuvent avoir avec un groupe classe ou avec certains élèves. Donc, il faut vraiment que
avec les CPE, avec les personnels de direction, mais avec l'ensemble de la communauté éducative, il puisse y avoir un vrai diagnostic, une vraie réflexion sur les différentes manières d'appréhender certaines questions. Et la posture, on en vient aussi à la formation des enseignants, mais la posture, elle est très, très importante. Et parfois, il faut le reconnaître, on peut être démuni par rapport à certaines attitudes ou certaines réflexions d'élèves parce qu'on y met aussi beaucoup d'affect sur ces questions-là. Tout à fait. Alors, je vais donner la parole à Mélanie également qui a levé la main et qui veut ajouter quelque chose peut-être sur cette thématique. Et puis, on commentera aussi les remarques qui parviennent dans le chat. Mélanie, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra ou en tout cas votre micro? Voilà. Les deux. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, j'avais une question qui est un petit peu liée, là, surtout avec cette dernière intervention, autour des ressources qu'ont les établissements et les professeurs, même de manière très précise, les types de ressources, parce que je me dis que du jour au lendemain, on ne peut pas devenir expert de la citoyenneté ou du sujet de la laïcité ou voilà, tous les autres sujets qui tournent autour de la citoyenneté. Et donc, ma question, c'est, en gros, les professeurs et les établissements, est-ce qu'ils sont plus prêts à recevoir des ressources et à être formés sur ces ressources pour pouvoir les utiliser eux-mêmes? Ou est-ce qu'il y a aussi une réalité où ils sont prêts à avoir des personnes de l'extérieur qui ont des ressources et du coup peuvent animer dans les classes ou dans des conseils, ou enfin voilà, dans différentes instances ou classes qui peuvent exister? Voilà, quelle est la réalité entre les établissements, les profs? Merci. Alors, je me permets de réintervenir, même si je me garderai de répondre très précisément à cette question. Alors, je pense que il est important d'avoir des partenaires et des experts aussi sur certaines questions. Ça, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Néanmoins, alors je ne voudrais pas que mes paroles soient mal interprétées, mais néanmoins, il ne faut pas externaliser systématiquement les choses, c'est-à-dire que voilà, il faut vraiment que les acteurs de la communauté éducative s'emparent de ces questions. Et c'est là, effectivement, alors, ce n'est pas antinomique parce qu'on pourrait imaginer que des partenariats puissent naître à la demande des établissements, voilà, avec des vraies collaborations pour justement faire en sorte qu'il y ait alors, il y a des formations, et Madame la prononcière le sait bien, il y a des formations destinées aux enseignants qui sont mises à leur disposition, mais on peut aussi envisager d'autres types de partenariats pour justement faire débat dans les établissements et pouvoir former les enseignants à recueillir la parole des élèves, animer des débats, rebondir sur des questions. Et je pense aussi qu'il faut aussi que ça soit, moi, dans ce que j'observe dans mes visites, quand c'est de la co-animation, par exemple, quand les professeurs sont deux auprès d'un groupe d'élèves, on voit bien que c'est beaucoup plus facile qu'un enseignant qui est parfois seul. Et puis aussi qu'il y ait des échanges vraiment nourris au sein des salles des professeurs sur la question des valeurs. Quelles valeurs on partage dans notre institution? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces valeurs? Et en quoi elles s'incarnent dans la pratique enseignante? En même temps, je vais me permettre un petit complément. C'est vrai que solliciter des interventions extérieures est souvent l'occasion de créer un moment particulier avec les élèves. De fait, et c'est une question qui sous-tend un peu notre débat, c'est comment on fait intervenir cet enseignement de parcours. Et à côté du parcours citoyenneté, on a aussi tous les autres parcours dans une maquette pédagogique qui reste essentiellement disciplinaire. Et donc les enseignants, même s'ils ne s'y autorisent pas, n'ont pas non plus ont des difficultés à trouver le temps pour
construire ces passerelles entre les disciplines. Et donc, bien souvent, le contexte extérieur, l'association, la venue d'un partenaire permet à la fois de mobiliser du temps auprès de la direction de l'établissement et aussi de créer cette petite parenthèse qui va permettre aux élèves à un moment de sortir eux-mêmes d'un rituel de classe et de se sentir qu'ils sont confrontés à autre chose simplement qu'un enseignement classique, mais d'ouvrir sur une thématique de société. Et puis, sans compter que les partenaires extérieurs ont aussi leur propre qualité et compétences pour faire dialoguer les élèves. Là où nous, en tant qu'enseignants, on est sur un dialogue permanent, quotidien, mais parfois, du coup, qui nous emmène aussi un peu dans des corners, dans des angles où on a du mal à libérer la parole de nos élèves en classe. Donc les deux sont parfaitement complémentaires. Là, j'ai pris le pas en tant qu'enseignant, je m'immisce dans la conversation. Et c'est pour ça qu'on a également alors une remarque de Bénédicte qui nous dit, voilà, on s'est évidemment lancé sur la question de laïcité. C'est un peu pour ça aussi qu'on l'avait amené à la fin de notre tour de table ronde, parce que c'est un enjeu majeur. Mais l'éducation à la citoyenneté, en fait, c'est une éducation à la différence et à tout un tas de thématiques sociales, dont les thématiques de climat, qui fait qu'on peut se sentir aussi un peu saturé de propositions ou d'angles d'attaque, et que ça demande, c'est vrai, une concertation au niveau de l'établissement, et donc un projet d'établissement qui essaye comme ça de répartir à l'échelle si on parle du collège, par exemple, des 4 années, fin de cycle 3 et 3 années de cycle 4, comment est-ce qu'on va faire passer les élèves à travers chacune de ces thématiques pour construire un parcours citoyen. C'est un enjeu, mais c'est compliqué parce que cet enjeu il est identifié depuis bien longtemps. C'est encore difficile de le mettre en place, je crois. Si je peux compléter ou sur en réponse. Donc, pour les professeurs, quelles ressources? Alors déjà, on a les ressources ministérielles parce que là, il y avait le VDB comme EMI, mais on a un VDB comme pour agir contre le racisme et l'antisémitisme aussi, qui est à disposition des enseignants. On a le Vademecum laïcité qui a été encore une fois réactualisé là en décembre de l'année, enfin de cette année scolaire. Quand on est prof, on parle en année scolaire, ça n'a pas de sens. Donc de cette année, où on peut avoir des aides. Alors l'Académie de Lyon met à disposition sur l'onglet Valeurs de la République une bibliographie. On a créé des murs numériques avec des ressources qui sont un recensement de ressources avec des pistes d'activités, avec des vidéos, avec des articles, des choses qui peuvent s'adresser à des personnes plus ou moins novices ou plus ou moins expertes. Donc, on essaye de nourrir, bien évidemment, les équipes qui voudraient spontanément, sans forcément un accompagnement, aller découvrir des éléments. Ensuite, bien évidemment, on ne laisse pas une situation ou une équipe en difficulté. Donc, il y a l'équipe académique Valeurs de la République laïcité qui est amenée à intervenir. Donc, s'il y a des difficultés, qui est pilotée par le référent et dont je fais partie. Et puis, il y a toutes les formations qu'on propose. Alors, on a proposé des formations au plan académique de formation qui va disparaître, mais bon, il y aura un peu un équivalent à la fois pour le premier et second degré, qui ont eu peu de succès sur toutes les thématiques de citoyenneté, sur un peu plus de 40 formations proposées. Il y en a très peu qui ont été ouvertes parce qu'on n'a pas eu le nombre de participants suffisant. Par contre, sur des thématiques identiques, que ce soit l'éducation à la défense, au développement durable, à la solidarité, l'esprit critique, eh bien, on a des demandes de formation de proximité. Et là, les établissements, alors ça correspond à un besoin et peut-être à ce que tu disais, Mathieu, à la volonté de travailler en équipe. Quand on demande une formation de proximité, on se retrouve entre collègues, c'est interdisciplinaire. On a un temps où on va pouvoir construire déjà, on va pouvoir conforter une culture commune, des références communes sur lesquelles on se met au clair, et ensuite un temps pour construire un parcours citoyen. Comment est-ce qu'on le rend lisible pour les élèves? Comment est-ce qu'on en fait un parcours, pas simplement une succession d'actions? Et finalement, on a davantage de demandes d'établissements pour ces formations de proximité que d'inscriptions individuelles au plan académique, ce qui semble à la limite logique et plutôt pertinent dans cette question de la citoyenneté. Une citoyenneté, elle ne s'exerce que dans une cité et dans une société à plusieurs. Je fais pas une cité à moi toute seule, même si des fois c'est tentant, mais non en fait. Donc voilà, on est là-dessus aussi. Et puis sur les partenariats aussi, l'intervention d'un partenaire extérieur, il faut que, ça s'inscrit forcément dans un parcours. Donc c'est un des moments du parcours, mais une action ponctuelle où allez, on va faire venir telle association pour parler de la lutte contre le racisme ou l'antisémitisme ou des violences faites aux femmes, ça n'a aucun sens pédagogique, pas du tout aucun sens, bien évidemment, on voit pourquoi, mais il faut que ça s'inscrive dans quelque chose de plus global. Et je pense que, alors, c'est
je suis pas sûre qu'aujourd'hui il y ait beaucoup d'établissements qui fassent du one shot comme ça sur ces interventions. C'est vraiment quelque chose qui est pensé et c'est un point de départ, c'est un point d'étape ou une conclusion, mais certainement pas effectivement une externalisation pure de cette question de la citoyenneté qui de toute façon serait un peu efficace si on la sort de notre cadre. Voilà, pardon. Merci. Sarah, je te donne la main. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et éventuellement ta caméra? Sarah, peut-être qui avait levé la main, est-elle toujours avec nous? Oui. Oui. Vous m'entendez ou pas? Tout à fait. Vas-y. Ah, super. Non, c'était pour revenir sur l'élément du débat. Il me semble qu'une des difficultés pour l'enseignant dans l'ouverture, et je m'inclus dedans, hein, dans l'ouverture du débat, c'est que bien sûr, on a des valeurs communes, mais qu'on ne détient pas, parce que déjà, il n'y en a pas toujours, la vérité absolue, et que ça nous met en porte-à-faux d'accepter que l'élève peut être en désaccord, peut avoir une conclusion différente, et on peut ne pas avoir le dernier mot dans un débat, en fait. Et il y a des fois pas de dernier mot, d'ailleurs. En fait, c'est aussi pour l'enseignant qui a quand même, je pense, et dans la culture de l'enseignant et dans un grand nombre d'enseignants qui étaient quand même beaucoup un type d'élève, j'ai envie de dire avant, une culture d'autorité de l'enseignement, peut-être historiquement dans l'enseignement, que l'enseignant avait une autorité et un peu le dernier mot. Et quand on débat avec les élèves, il faut accepter que on n'a pas le dernier mot forcément et qu'il peut y avoir des avis divergents à la fin. Et j'ai l'impression que quand même c'est aussi un des problèmes d'ouvrir le débat, c'est que ça fait changer la position de l'enseignant dans la classe. Une réaction peut-être à cette réflexion de Sarah. Effectivement, il y a un enjeu fort, individuel pour l'enseignant, une évolution dans sa posture et pas de toute la culture enseignante, puisqu'on est quand même bien nombreux à pratiquer le débat, l'interdisciplinarité et à prendre ce risque. Mais c'est vrai que quand tout simplement, on est enseignant d'une discipline où on voit les élèves 1 heure par semaine, est-ce qu'on veut fragiliser sa position et fragiliser sa relation à l'élève en organisant en 50 minutes un débat, quitte à peut-être s'enliser dans quelque chose? Tout n'est pas sujet à débat non plus. Après, c'est ça, hein, on ne met pas tout en débat et tout ce qui relèverait des valeurs. Enfin, après, peut-être aussi, c'est de se rappeler entre nous et auprès des élèves que la neutralité est peut-être un terme qui est inscrit, qui est inscrit dans nos deux lois, mais finalement qui correspond davantage à une impartialité parce que nous ne sommes pas neutres, bien évidemment. Nous sommes engagés en faveur des valeurs et ça, c'est le cadre non négociable de l'école de la République. Donc, un débat qui porterait sur la redéfinition de ce cadre, de toute façon, n'aurait pas sa place et n'aurait pas de sens. Par contre, quand on aborde une question et qu'il y a des avis divergents, le débat démocratique, c'est comment est-ce qu'on apprend à s'écouter, à argumenter, à contre-argumenter. Mais bien évidemment, le préalable à tout débat, c'est qu'est-ce qui, dans nos échanges, pourrait me faire changer d'avis, te faire changer d'avis, si de toute façon, il n'y a rien. Si l'histoire géo c'est nul, non, en fait, vous pouvez rien me dire comme argument qui peut me faire changer, ou que c'est merveilleux, ou c'est la plus merveilleuse des matières, des disciplines, bien évidemment. Rien ne peut me faire changer d'avis. Il ne peut y avoir de débat. Si de toute façon, la conviction profonde, c'est qu'aucun argument peut me faire changer d'avis. Donc, c'est aussi choisir un sujet de débat sur lequel on soit d'accord collectivement, le groupe d'apprenants. Il peut y avoir des arguments qui fassent évoluer. Pas forcément, et c'est pas l'objectif. Un débat, l'objectif, c'est pas qu'il y ait, ça dépend déjà le type de débat, les discussions à visée philosophique, les débats argumentés ou dans le cadre d'un cours de sciences. Mais c'est choisir le type de débat, se mettre d'accord sur on fait un débat, si on le fait, il faut que tout le monde soit d'accord pour le faire. Et très souvent, en fait, les difficultés, c'est qu'on a des élèves en face de nous qui, eux, voulaient pas faire un débat, mais faire je sais pas, un discours politique ou une harangue, point, un monologue. Et c'est pas un débat. Donc peut-être que c'est définir clairement. Et puis un débat, c'est pas forcément 50 minutes non plus, parce que si on fait que des débats de 50 minutes, je crois qu'on va pas faire beaucoup court, même nous en EMC. Hein. Mathéo, vous voulez réagir? Oui, par rapport à ce qui avait été dit, je ne pense pas que le fait pour un enseignant de se mettre dans la situation d'organiser un débat le fragilise dans sa classe et dans sa position d'autorité par rapport à ses élèves.
En fait, justement, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, on voit bien que la citoyenneté, si on reste uniquement dans un cadre d'apprentissage descendant, ça ne fonctionne pas. Parce que justement, elle doit avoir une incarnation concrète. Et la vie démocratique, en l'occurrence, ça s'organise autour du débat. Il y a qu'à mettre un LCP pendant 30 minutes et on peut examiner toute la conflictualité qui s'oppose entre différentes personnes aux opinions divergentes dans le cadre d'une démocratie. Et même si une classe n'est pas une démocratie, le fait qu'elle puisse, pendant un temps défini par l'enseignant, se transformer en un échange, ça permet justement de faire vivre cette citoyenneté et d'apprendre à débattre. Madame la prononcière tout à l'heure disait que justement il y avait certains élèves qui n'arrivaient pas à débattre. C'est tout à fait vrai. Et justement, c'est à l'école de pouvoir leur inculquer ces valeurs aussi, j'ai envie de dire. C'est un véritable art, le débat. On appelle ça de l'art oratoire ou de l'art débattoire, j'ai même entendu parfois. Donc, c'est des choses qui s'apprennent et c'est aussi, à mon avis, le rôle de l'école, de pouvoir inviter les individus à se saisir de questions et à donner un avis qui ne soit pas forcément celui du professeur, mais à la limite, peu importe. L'important, c'est de débattre en ayant un cadre de valeurs commun. En tout cas, tout ne se joue pas que dans la relation du professeur aux élèves. Tout se joue peut-être pas d'ailleurs uniquement dans l'espace de la classe. Il faut peut-être aller hors les murs de la classe, dans l'établissement, dans d'autres temps, d'autres salles pour faire vivre cette éducation. Finalement, faire preuve de pas mal d'imagination et de concertation pour faire vivre cette éducation. On arrive au terme de cette première heure et je vous remercie une fois encore d'avoir échangé, partagé sur cette question. On n'a jamais la prétention d'être exhaustif sur nos rencontres. Comment le pourrait-on sur une question pareille? En revanche, on va continuer d'en explorer tout le champ en donnant la parole à d'autres acteurs. On va se déplacer à présent vers d'autres publics aussi parce qu'on a parlé exclusivement ici du second degré, des élèves de collège et de lycée, mais l'éducation à la citoyenneté, elle ne débute pas à 11 ans, elle se prend bien plus tôt aussi, et puis elle met en jeu d'autres acteurs qui sont à l'œuvre en parallèle et en partenariat avec l'éducation nationale. La citoyenneté, elle est impulsée par d'autres acteurs de la cité, les associations, les collectivités territoriales, auxquelles nous allons à présent donner la parole pour les 30 dernières minutes de cette rencontre. Nous entendrons tout à l'heure monsieur Étienne Butzbach, qui est déjà connecté. Bonsoir monsieur, vice-président de la Ligue de l'enseignement et coordinateur du réseau Mixité à l'école auprès du CNESCO, entre autres. Nous accueillons également madame Véronique Morera. Bonsoir madame, vice-présidente de la métropole de Lyon en charge des questions d'éducation. Et nous allons commencer donc cette dernière demi-heure par madame l'adjointe au maire de Villeurbanne, déléguée à l'éducation. Donc au premier degré, madame Sonia Tron, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre. Alors, nous changeons un petit peu de format. Nous offrons une dizaine de minutes pour nous présenter ce que représente pour vous et pour votre action au sein de la collectivité l'éducation à la citoyenneté à travers peut-être quelques actions très concrètes qui sont à la fois en cours et aussi à venir au sein de la ville de Villeurbanne, donc ici. Oui, merci. Donc, l'idée est de pouvoir effectivement illustrer ce que peut faire une ville, ce qu'elle peut proposer aux côtés de l'éducation nationale sur cette thématique, au travers d'actions concrètes qui se déclinent pas forcément effectivement et uniquement dans le cadre scolaire au sens strict du terme. La ville de Villeurbanne, bien sûr, par ses appels à projets annuels, soutient, ça a été évoqué dans le second degré, mais dans le premier degré, c'est la même démarche, les projets portés dans le temps scolaire par les équipes enseignantes, par les directeurs d'école en lien avec les IEN, etc., sur les projets d'école qui traitent de la question de la citoyenneté au sens large. Nous, ville de Villeurbanne, nous proposons aussi un parcours du citoyen, puisque nous accueillons des élèves sur le temps de classe, notamment donc d'ailleurs sur tous les niveaux, du primaire au collège jusqu'au lycée. Nous faisons des visites de l'hôtel de ville, des rencontres et des échanges avec les élus, et puis avec les services, et notamment
des rencontres avec le service jeunesse et j'en profite puisque tout à l'heure a été évoqué longuement les instances de dialogue au sein des collèges et des lycées comme les conseils de la vie lycéenne, etc. À Villeurbanne, nous avons un conseil villeurbanais de la jeunesse qui a été d'ailleurs renouvelé récemment et dont le fonctionnement a été lui aussi renouvelé. Et l'idée d'offrir un espace de dialogue et d'investissement pour les jeunes de 12 à 21 ans pour une année renouvelable sur des projets, soit qu'ils portent, soit sur lesquels nous les sollicitons, soit sur des avis, sur des thématiques, etc. Donc, je voulais dire aussi que les villes font aussi écho à ce qui a été évoqué sur les instances institutionnelles et éducation nationale, mais sur des sujets plus tournés sur la cité. Et donc mon propos ce soir est plutôt d'illustrer sur ce que peut proposer la ville en termes de citoyenneté et sur le volet, on va dire, de la participation et de la concertation globalement. Et le dialogue avec la communauté éducative, moi je souhaite qu'il soit développé, il l'était déjà, mais qu'il soit renforcé dans le cadre des années, dans les années à venir et qu'il soit pleinement intégré dans le renouvellement de notre projet éducatif de territoire, qui a 3 grandes orientations, la transition écologique, la promotion de l'école publique, la réussite éducative, etc. Enfin, des sujets qu'on retrouve classiquement. Mais l'idée d'avoir, en termes de démarche et de méthode, c'est vraiment d'être davantage dans la participation et la concertation. Donc, je vais vous illustrer par 3 exemples concrets. Dans le cadre justement du renouvellement et du bilan de notre projet éducatif de territoire qui doit traduire nos orientations en matière de politique éducative globale, nous avons mis en place un espace de bilan et puis pour travailler sur les perspectives. Et nous avons souhaité cette année, en complément des ateliers classiques avec les adultes, que ce soit la communauté enseignante, les associations, les acteurs de l'éducation populaire, donner la parole aux premiers usagers, à savoir les élèves, et les interroger sur différents sujets. Et nous avons travaillé avec les Francas, que certains d'entre vous connaissent, qui est une fédération d'éducation populaire et qui travaille particulièrement sur ces questions de citoyenneté. Et nous avons interrogé un peu moins de 200 enfants dans le cadre de ce bilan du projet éducatif de territoire. Et nous les avons interrogés sur différents sujets, sur les freins et les facteurs de réussite éducative, sur les questions autour de leur autonomie, voilà, sur les sujets aussi qui les intéressaient, notamment est-ce que il y avait des thèmes sur lesquels ils étaient particulièrement sensibles. Et nous avons vu que les enfants souhaitaient aussi être consultés. Et le fait de leur avoir proposé de participer à ces ateliers a été très bien reçu par les quelques 200 enfants que nous avons sollicités. Il a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure lors des échanges a été abordée la question de l'éducation aux médias, par exemple. Et là-dessus, les enfants ont été ont partagé aussi, ont été assez matures. C'était des enfants du CE2 et de CE1 pardon, et CM2, donc relativement jeunes, mais quand même avec un certain recul sur voilà, le numérique, comment est-ce qu'on le prend en charge, comment est-ce que ça envahit notre sphère privée, notre sphère publique, etc. Et donc, pour terminer sur le travail qui a été fait avec les Francas, ce qui est ressorti de ces ateliers, c'est vraiment une capacité des enfants, quand on leur donne la parole, quand on l'anime, quand on sait échanger avec eux, ce que font les enseignants dans le cadre des apprentissages, mais ce qui peut être fait par un tiers extérieur, on voit que les enfants ont une vraie capacité de projection et d'analyse sur différentes échelles, sur ce qui relève de leur sphère privée, sur leur quotidien, sur leurs échanges avec leurs pairs et avec les adultes au sein de l'école, et puis plus globalement sur le sentiment d'appartenance à la cité qui est très important, et puis le souhait d'y être actif. Ils ont été assez comment dire intéressés pour échanger sur les questions, par exemple, d'aménagement urbain, d'écologie dans la ville, de comment est-ce que la ville se construit, etc. Enfin, ça a été assez riche. Je vais essayer d'aller plus rapidement sur les 2 autres illustrations.
Nous avons aussi à Villeurbanne, comme d'autres villes, dans nos grands centres urbains, des enjeux majeurs en termes de transition écologique. Et pour ce qui concerne l'enceinte et les bâtiments scolaires, un enjeu majeur en termes de rénovation thermique de nos bâtiments et notamment aussi de lutter contre les îlots de chaleur en ville. Et donc, vous avez certainement entendu parler du travail qui a été fait dans d'autres villes, je pense à Grenoble ou à Paris, sur la végétalisation, la requalification des cours de récréation avec davantage d'aménagements qui permettent effectivement d'avoir un couvert végétal plus important, de réduire les surfaces bétonnées, voilà, favoriser les infiltrations d'eau de pluie, etc. Donc là, on va dire, Villeurbanne s'inscrit dans quelque chose d'assez classique. La ville de Lyon le porte aussi. Madame Moreira, qui interviendra tout à l'heure, porte aussi cette volonté d'aménagement dans les cours de collège. Dans les lycées, c'est peut-être pour le moment un peu moins le cas. En tous les cas, voilà, c'est des choses qui reviennent de façon assez importante depuis 2-3 ans. Et nous, le souhait que nous portons depuis 12 mois maintenant, c'est de pouvoir avoir une approche participative plus importante dans la conception de ces espaces communs que sont les cours de récréation, avec une volonté d'associer l'ensemble de la communauté éducative et donc les usagers et aussi les enfants sur la partie de diagnostic et sur les propositions d'aménagement. L'idée étant de pouvoir associer les enfants sur le recueil de leurs ressentis, de leurs besoins, d'avoir un travail avec eux sur une approche sensible des espaces, de leurs usages, des interactions avec les autres enfants, avec les adultes également, et puis de les associer sur comment est-ce qu'ils perçoivent les différents espaces dans la cour, partant du principe que l'école est une micro-société, nous parlons de citoyenneté depuis tout à l'heure, et que dans ces espaces collectifs, alors là je focalise sur les cours, mais j'aurais pu parler d'autres espaces collectifs, voilà, encore une fois, il y a des interactions, et le principe pour nous, c'est d'échanger avec les enfants au-delà du diagnostic de tel ou tel cours, de tel ou tel groupe scolaire qui a sa spécificité, de comment est-ce qu'il partage l'espace en fonction de sa sensibilité, en fonction aussi peut-être des représentations de certains. On sait que voilà, dans une cour, c'est comme dans l'espace public, certains publics ont tendance à s'accaparer certains espaces ou à prendre plus de place, en laisser moins à des publics peut-être plus en retrait. Donc l'idée, voilà, est de travailler avec les enfants sur le partage de l'espace et qui se sentent légitimes à prendre la place dans la cour et demain aussi dans un espace public plus partagé. Et donc l'innovation que nous avons cette année sur une école pilote, nous avons travaillé sur différents ateliers, nous avons associé un designer d'espace avec qui nous travaillons sur justement cette notion d'espace partagé, mais sur une approche sociologique du terme et pas uniquement sur l'aspect aménagement. Et puis le dernier élément, mais je vais peut-être pas aller trop en détail, faut dire que voilà, Villeurbanne avait déjà un axe fort en matière d'éducation artistique et culturelle et que nous allons le développer dans les années qui viennent et que pour nous, l'entrée et croisée culture, éducation artistique et culturelle et citoyenneté, ouverture au monde, rencontrer des artistes, rencontrer des œuvres, pratiquer, contribue aussi à l'émancipation de l'élève, bien sûr, mais aussi à ce que l'enfant ait voilà, une ouverture sur l'extérieur qui soit plus importante peut-être que ce qu'il aurait pu avoir dans la sphère, dans son environnement privé. Donc, l'idée de pouvoir aussi outiller les équipes enseignantes, les équipes pédagogiques et les acteurs associatifs sur ce champ de l'éducation artistique et culturelle. Bon, je ne veux pas trop développer, voilà, s'il y a des questions, il se trouve qu'en plus Villeurbanne a été élue comme la première ville bénéficiant du label Capitale française de la culture. Nous avons un certain nombre de projets. Je pourrais éventuellement répondre à des questions s'il y en a. On pourra garder un petit temps after du temps de connexion si vous en avez, si les participants en ont. Merci d'avoir tenu le pari de nous donner quelques illustrations de cette action qui est foisonnante. Merci Madame Tron. Angélique, je te repasse la main pour introduire nos deux invités suivants.
Oui, et comme Madame Tron nous le partageait, effectivement, on avait très envie de vous interroger, Madame Morera, en tant que vice-présidente de la métropole de Lyon et particulièrement en charge de l'éducation et donc des collèges, sur ce qui était votre définition de la citoyenneté, de partager ce périmètre derrière lequel on peut, euh, on peut explorer cette thématique-là et les outils dont la métropole s'est dotée pour soutenir et créer les cadres favorables et propices au développement de cette citoyenneté active des collégiens sur notre territoire. Oui, oui, je vous remercie de m'avoir invité à partager rapidement un certain nombre d'éléments. Moi, j'ai trouvé les débats très intéressants. Je m'inscris évidemment complètement dans ce que Sonia Tron vient de développer, qui montre bien le rôle d'une collectivité pour pousser la participation, y compris dans les aménagements urbains, et ça me paraît vraiment très important. Donc moi, je ne reviendrai pas sur cette partie-là. Je voulais, en préambule, aborder 3 points. D'abord, dire que j'ai bien écouté ce qui a été dit sur les valeurs de la République, les enseignements qui étaient proposés. Il me semble qu'il y a une valeur sur la citoyenneté qu'il ne faut pas oublier, c'est la question de la citoyenneté mondiale, puisque nous sommes tous membres d'une même humanité, et ça me paraît intéressant, d'autant plus aujourd'hui où on a davantage conscience des enjeux globaux qui dépassent largement le périmètre de la cité ou le périmètre de la nation. Ça me paraît essentiel de comprendre, d'être éveillé face à ces enjeux et face aux réponses que peuvent apporter d'autres populations basées sur d'autres territoires. Et donc cette éducation à la citoyenneté mondiale, elle permet d'ouvrir les portes et d'être pleinement acteur en fait d'une vie qui se construit en pleine responsabilité par rapport à ce qu'on fait soi, par rapport aux conséquences de ces actions ici et par rapport aux conséquences qu'elles peuvent avoir ailleurs. Donc ça me semble une valeur importante à ajouter dans cette définition de la citoyenneté. Et puis, je voulais aussi réagir à ce qui a été dit sur la place de l'école et la place des acteurs extérieurs. Moi, je pense que les collectivités ont un rôle très particulier à jouer. Évidemment, on n'est pas l'éducation nationale, on n'est pas membre à part entière de l'école, mais je crois que cette question de la citoyenneté, elle se construit partout et que ce n'est pas externaliser la question de la citoyenneté que de faire intervenir des acteurs extérieurs. Au contraire, il me semble que on a tous intérêt à ouvrir les portes, faire immerger en fait l'école dans la cité et puis faire entrer la cité dans l'école et vice-versa. Parce que je pense que les acteurs extérieurs ont aussi du bénéfice à participer à l'enseignement de la citoyenneté ou à participer à l'ouverture vers la citoyenneté, parce qu'en prenant part à l'éducation, ils s'éduquent aussi eux-mêmes. Donc je pense que c'est très important ce va-et-vient en fait entre l'intérieur de l'école et l'extérieur de l'école. Voilà, je pense que chaque adulte a un rôle éducatif et que c'est important de les associer. Et c'est d'autant plus important pour les collectivités, ce rôle d'éducation à la citoyenneté, que les collectivités ont été élues et donc elles incarnent en fait cette citoyenneté. Pour la métropole, pour la première fois, on a été élus au suffrage universel, donc on considère qu'on a un vrai rôle politique au sens noble du mot politique, un vrai rôle à jouer. Et puis on a une particularité, c'est que les collectivités sont en contact avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, que ce soit les associations, bien sûr, les universités, les hôpitaux, les entreprises, et une diversité très importante d'acteurs qui travaillent sur le territoire et qui sont prêts à venir apporter leur contribution. Donc, je pense que c'est important pour nous de nous associer avec l'éducation nationale pour contribuer en fait à cette éducation. Il reste, et c'est la troisième chose que je voulais dire en préambule, il reste qu'on a un gros problème. On parle tous de citoyenneté et des valeurs à incarner, mais qu'on est confronté à un très fort individualisme, malgré la mondialisation, et qu'il y a un vrai travail à poursuivre et un vrai plaidoyer à faire pour lutter contre cet individualisme, pour créer du collectif, pour sortir de l'entre-soi. Et il faut bien dire que dans les collèges en particulier, que la construction de la ville et que la répartition des populations dans les collèges
n'est pas très hétérogène et que ça ne contribue pas à sortir de l'entre-soi. Et je suis très préoccupée par la question du manque de mixité. On commence à travailler à la métropole, enfin, le travail est engagé depuis un certain temps, mais à préparer des outils plus proactifs pour voir comment pousser un peu plus d'hétérogénéité dans les collèges. Parce que l'entre-soi, le manque de rencontres et l'uniformité, c'est extrêmement mortifère. Et je pense que c'est important de poser des outils pour lutter contre cet entre-soi. Alors, je vais vous donner 2 exemples qui sont des exemples, je ne vais pas aller plus loin sur la question de la carte scolaire et de la mixité, je vais vous donner 2 exemples de lieux qui ont été créés ou d'instances qui ont été créées et qui peuvent permettre de justement créer du collectif et créer de l'engagement. C'est le COMET. Le COMET, c'est le diminutif pour le Conseil métropolitain des jeunes, un conseil qui rejoint un peu ce qu'évoquait Sonia Tron tout à l'heure, un conseil où siègent une quarantaine de jeunes collégiens et collégiennes venant donc d'une quarantaine de collèges, mais qui représentant toute la diversité des collèges de la métropole et qui siègent ensemble et qui travaillent ensemble dans des commissions sur des thématiques. Alors, ils ont choisi de travailler sur le cadre de vie et sur l'éducation, le sport et les loisirs. Ils disent qu'ils sont les porte-parole des jeunes de la génération collégienne, que leur objectif, c'est d'améliorer la vie des citoyens et qu'en fait, leur outil, c'est de rassembler leurs idées pour les convertir en action. Et ils disent aussi que c'est d'autant plus nécessaire qu'ils sont confrontés à des problèmes cruciaux tels que le climat ou la pollution, et on pourrait en ajouter d'autres. Mais je pense que cette instance est particulièrement intéressante parce que ces jeunes sont engagés, que là, la collectivité leur propose des outils de découverte de la cité, de découverte d'acteurs de la cité, et les amène à travailler ensemble pour proposer des actions concrètes, des actions de construction, d'exposition, de lieux de débat. Et ce qu'il manque à ce COMET, en fait, c'est ensuite que ces jeunes puissent déployer leur action dans leur collège. Donc, on attend un vrai engagement aussi de l'éducation nationale, des différents personnels dans les collèges, un véritable accompagnement pour qu'ensuite ces jeunes, quand ils reviennent dans leur collège, puissent expliquer ce qu'ils ont fait, valoriser leurs actions et peut-être déployer de façon plus importante. Donc ça, c'est un outil que je trouve intéressant, mais qui a besoin d'un meilleur partenariat avec l'éducation nationale. Et un autre outil qui a été mis en place, sur lequel je voulais faire un point assez rapide, c'est la démarche Collège éco-citoyen. C'est une démarche qui est mise en place cette année suite au constat d'un état des lieux assez peu satisfaisant, de diversité d'appels à projets proposés par la collectivité. Moi, je suis persuadée que puisque nous avons été élus sur un projet politique, nous avons aussi un cadre à poser de ce que nous souhaitons faire avancer. Et une fois ce cadre posé, de simplifier les actions et d'accompagner vraiment les acteurs de l'éducation pour leur permettre d'avancer, de construire les projets, de rencontrer des associations. Donc, nous avons créé ce dispositif, c'est une démarche plutôt au collège éco-citoyen, avec 3 thématiques centrales. Donc, la première, elle est sur la citoyenneté. La seconde, la citoyenneté et vivre ensemble, pour faire court. La seconde, elle est sur la lutte contre les inégalités entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes et les questions de genre. Et la troisième, elle est sur la citoyenneté mondiale, justement pour ouvrir la réflexion aux enjeux globaux. Donc, 3 thématiques beaucoup plus, vraiment simplifiées, et une aspiration à ce que les établissements travaillent réellement par projet, donc en ouvrant les classes sur des projets d'établissement et en mettant à disposition un certain nombre d'acteurs extérieurs, donc des associations ou des acteurs extérieurs qui arrivent avec leurs compétences, leur expertise et qui peuvent accompagner l'équipe éducative pour construire leurs projets.
On a ciblé là pour cette année une dizaine de collèges qui ont été ciblés parce qu'ils étaient déjà engagés, qu'ils avaient une forme d'habitude des rouages, du montage de projets, de la mise en place et de projets vraiment transversaux. Donc 10 collèges qui travaillent cette année avec la collectivité, avec la métropole, pour préfigurer en fait ce que sera cette démarche éco-citoyenne. Et donc, on va l'évaluer en fin d'année. Et l'idée, c'est de la déployer sur l'ensemble des collèges. Donc, on a mis à disposition cette année auprès de ces 10 collèges un financement, c'est 5 000 € par collège, et puis des instances d'accompagnement pour leur permettre justement de travailler avec les associations et de préfigurer leurs projets. Voilà. Donc, la métropole ou les collectivités, pour conclure, elles sont capables d'apporter leur expertise, leur métier, leurs compétences, et puis aussi d'embarquer avec elles tous les acteurs avec qui elles sont en contact pour contribuer vraiment à cette éducation à la citoyenneté, une éducation à l'engagement, parce que l'important, c'est d'avoir conscience des enjeux, d'être capable de les comprendre, d'avoir le sens des responsabilités et puis de construire aussi dans la joie, parce que tout ça est déjà bien lourd et c'est important de montrer que quand on agit, en fait, on dépasse les peurs et on est capable de faire avancer les choses. Merci beaucoup, Madame Morera, pour votre témoignage, pour ces illustrations également et pour cette transition toute trouvée pour nous tourner maintenant vers Étienne Butzbach. Merci de votre présence parmi nous. Vous êtes une autre des composantes de ces dynamiques d'alliance sur les territoires en faveur de l'éducation. Vous êtes vice-président en charge de l'éducation et du numérique de la Ligue de l'enseignement, coordinateur, comme le rappelait Mathieu, du réseau Mixité à l'école auprès du CNESCO et membre du comité d'évaluation nationale des cités éducatives. Donc, cette habitude de faire ensemble et de faire alliance avec les établissements scolaires, avec les collectivités locales, c'est un dénominateur que vous retrouvez derrière chacune de vos casquettes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager derrière cet enjeu d'éducation à la citoyenneté la question de la nécessité d'engagement des moyens partout sur les différents territoires, sur les différentes spécificités de populations qui pourraient avoir des besoins particuliers et puis de la même manière nous raconter de manière un peu illustrée comment vous agissez et ce que ça produit au travers des actions portées par la Ligue de l'enseignement. Merci d'abord de m'avoir invité, mais c'est un peu une gageure en 5 minutes de pouvoir répondre à tout ça. La Ligue de l'enseignement, c'est dans ses gènes. La fabrique du citoyen, c'était Jean Massé disait, il ne s'agit pas seulement de fabriquer des électeurs, il s'agit de fabriquer des citoyens. Donc, on est au cœur de débat avec peut-être rappeler que cette dimension de fabrication du citoyen, elle a une dimension d'émancipation individuelle, la capacité de se forger ses propres convictions, ses propres opinions et de pouvoir les défendre et avoir une capacité d'agir, mais aussi une émancipation collective. C'est la question de la fabrique du commun, la question du vivre ensemble, du vivre et faire ensemble, avec ces 3 éléments que vous avez évoqués les uns les autres, l'esprit critique, le rapport aux autres, et je ne peux que souscrire aux propos de Véronique Morera, elle connaît mon engagement là-dessus sur les questions de mixité, comment faire croire aux valeurs de la République quand l'école n'est plus tout à fait l'école de la République et qu'on a des établissements ségrégés. Donc on a là un véritable défi qu'il s'agit de relever. Et puis, dans ce rapport aux autres, c'est aussi le rapport, bien sûr, de genre, c'est le rapport à la diversité, et puis c'est aussi le rapport au vivant. Comment aujourd'hui penser le rapport au vivant et à la planète qui interroge sur la façon très anthropocentrée, si je puis dire, dans laquelle nous avons conçu ce rapport à la citoyenneté. Donc, vaste chantier. Pour ce faire, l'école, j'ai écouté attentivement les intervenants et je trouve très intéressant la façon dont évolue l'école sur ces questions, même si encore loin de la coupe aux lèvres. La Ligue avait salué l'ouverture du socle à ses composantes citoyennes avec le nouveau socle de connaissances, de compétences et de culture. Mais on voit bien que l'institution est prise un peu entre, et Madame Beaulieu a tout à fait raison de le rappeler, l'exemple vient d'en haut et si l'institution veut former la citoyenneté, encore faut-il qu'elle sache faire vivre la citoyenneté en son sein, y compris avec ses personnels, etc. On voit bien que là, il y a un défi très important à relever.
qui est un défi aussi, on l'a évoqué, de formation initiale et continue des enseignants notamment et de l'ensemble des personnels pour la gestion de ces questions, parce que c'est pas simple de pouvoir effectivement reconsidérer les jeunes et les enfants comme des acteurs à part entière, que leur parole doit être non seulement suscitée mais écoutée, et que ça soit dans les évaluations, que ça soit dans les projets d'établissement, que ça soit bien, et comment faire de véritables heures de vie de classe. Enfin, je ne veux pas dérouler tout ça. La Ligue est bien sûr très préoccupée de voir de quelle façon elle peut, dans le cadre de ses interventions dans l'école, accompagner les équipes enseignantes dans cette mise en œuvre de la citoyenneté. Et je voudrais peut-être juste illustrer par trois éléments un peu saillants, mais dans la mesure où le champ d'activité de la Ligue et des associations d'éducation populaire est très vaste, sur ces questions du parcours citoyen qu'évoquait Mathieu Devigne. Et on voit bien l'intérêt de cette interpénétration au sein même de l'école, pas seulement des équipes d'éducation nationale, mais Véronique Morera et Sonia Tron ont évoqué les questions des collectivités, mais aussi des associations, mais aussi dans l'articulation entre le temps scolaire, le temps non scolaire. Je voudrais donner donc trois exemples, peut-être, un quand même que je cite, c'est la question des classes découvertes ou la classe dehors. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec ces périodes de pandémie, et on a un vrai problème d'ouverture d'horizon des enfants et de décentration, finalement, en dehors de l'institution scolaire, mais toujours dans un cadre scolaire. Donc là, ne pas oublier que les associations d'éducation populaire sont à vos côtés pour pouvoir avancer. Un deuxième focus sur les juniors associations, c'est quelque chose qui est moins connu. C'est le fait que depuis 1998, c'est lancé un mouvement à l'initiative de la Ligue, mais aussi avec les foyers des centres sociaux, avec le MRJC, pour permettre aux jeunes de 11 à 18 ans de s'associer en créant des associations, en ayant possibilité d'accéder à un compte bancaire, à une assurance. Et ces associations sont aussi développées en milieu scolaire. Certaines maisons des lycéens sont sous cette forme associative, junior association, mais c'est quelque chose qui est insuffisamment connu et insuffisamment développé. Et je pense que ça serait intéressant que l'institution d'éducation nationale puisse aussi favoriser en son sein, à travers la mise à disposition de locaux, à travers la question d'un certain nombre de moyens, cette capacité des enfants et des jeunes à pouvoir s'associer. Et puis, il y a un autre exemple que je voulais donner aussi de l'intervention de l'éducation populaire, c'est l'association Jet d'encre, c'est toute la question des journaux lycéens, des journaux d'expression, des web radios, enfin, la façon dont il est important, et là aussi, il y a une association nationale qui s'est créée pour défendre un peu cette dynamique. C'est plusieurs milliers de supports qui existent de cette façon-là. C'est pas toujours simple, parce que le monde des adultes a parfois du mal à entendre, finalement, à laisser un peu s'exprimer ces jeunes et ces enfants et ces jeunes. Et alors, il faut qu'il y ait un cadre éthique, il y a un manifeste, d'ailleurs, de Jet d'encre, mais il y a aussi une initiative intéressante qui est SOS Censure, où il y a un service qui est dédié à pouvoir venir voler, entre guillemets, au secours des jeunes ou des enfants qui auraient des problèmes dans leur capacité à pouvoir s'exprimer au sein des institutions. Donc voilà, j'étais obligé d'aller extrêmement vite, étant donné l'heure tardive et la fatigue des participants, mais voilà quelques pistes que je voulais mettre dans le débat, parce que je pense qu'on a besoin, et je vais peut-être terminer là-dessus, de faire en sorte que cette question de la mobilisation éducative, l'école, bien sûr, joue un rôle extrêmement important, mais je pense aux cités éducatives, je pense aussi au PEDT. Il est important aujourd'hui de pouvoir construire des véritables alliances sur les territoires qui permettent d'articuler justement ces ressources des collectivités, de l'éducation nationale, mais aussi des associations d'éducation populaire qui permettent de faire avancer vers une vraie reconnaissance de la prise de responsabilité, l'engagement et l'autonomie des jeunes. Et des enfants, je cite aussi sur les enfants, on n'a pas beaucoup parlé, mais cette question de la prise de parole, c'est dès la maternelle et dès l'élémentaire qu'elle se construit. Et je pense qu'il y a de ce côté-là pas d'âge pour l'apprentissage de la citoyenneté. Merci beaucoup, Monsieur Busbach, et puis d'avoir tenu le temps. Ce n'était pas du tout une gageure, c'était formidable. Nous arrivons donc au terme de ces 1h30 de rencontre. Et une nouvelle fois, nous vous remercions toutes et tous d'avoir accepté et de vous être rendus disponibles pour nous rejoindre. On était très heureux de vous accueillir et je crois que nous avons une discussion riche qui a ouvert beaucoup d'angles de réflexion qu'on retravaillera, qu'on va mettre à disposition du public dans les replays. Merci donc également à la Maison de l'Apprendre pour cet accueil au sein de ce festival. Merci Angélique.
Peut-être en conclusion, vous rappeler simplement que nous poursuivrons notre collaboration dans un prochain temps d'écho dans l'école sur les enjeux de santé, du parcours santé, de l'éducation à la santé, cette fois plus précisément. Ça aura lieu le mercredi 9 mars. C'est un report d'une précédente séance qui a été annulée pour cause de Covid. Et puis, on aura aussi l'occasion de reparler de tout ça, cette fois dans notre propre festival, entre guillemets, de l'école académique de formation continue, qui est la journée de l'innovation pédagogique qui se tient le 11 mai et au cours de laquelle nous mettrons en avant tout ce qui se fait dans l'académie, dans les 3 académies de Lyon, Loire et Rhône en matière d'innovation, et nous proposerons à nouveau des ressources et des rencontres, des ateliers de discussion sur ces différentes thématiques. La programmation est en construction, on vous donne rendez-vous à cette date.